Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le discours sur l'état de la nation du président du Bénin, Patrice Talon, c'était mardi devant les parlementaires. Le Bénin tient le bon bout dans tous les domaines, a-t-il martelé. L'opposition, elle, n'est pas du tout convaincue. Le pouvoir centrafricain et les observateurs internationaux satisfaits du déroulement des élections, alors que dans ce pays occupé aux 2/3 par des groupes armés, des milliers de personnes n'ont pas pu se rendre aux urnes le 27 décembre. Accélération des échanges commerciaux dans la partie est du continent, avec plus de 600 millions de dollars enregistrés cette année, une performance consécutive à la réalisation de projets axés sur le développement des infrastructures routières. On prend les mêmes acteurs responsables de l'échec et on les recycle dans une blanchisserie baptisée Union Sacrée. Les mots de Martin Fayulu à l'endroit du pouvoir en place qui tente de se reconstituer une majorité depuis la fin de la coalition FCC-Cash. Première sortie médiatique de l'opposant congolais depuis la fin de cette alliance entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Martin Fayulu qui revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle de décembre 2018 exhorte par ailleurs le gouvernement à lancer des réformes au sujet notamment du système électoral. Martin Fayulu réclame aussi la tenue d'élections anticipées. Il a également indiqué que dès la fin du mois de janvier, il mettra en place un cabinet spécial destiné à accentuer sa lutte. Au Bénin, le président Patrice Talon a délivré mardi 29 décembre devant les députés son discours sur l'état de la nation. C'est le dernier de son mandat qui s'achève en avril 2021. Et pour la présidentielle, le pouvoir promet un scrutin inclusif ouvert aux opposants, une prise de parole loin de convaincre l'opposition. Reportage de notre correspondant Lefti Oulouf. Conformément à l'article 72 de la Constitution, le président de la République, Patrice Talon, a adressé son dernier discours sur l'état de la nation, comptant pour le quinquennat 2016-2021. Patrice Talon a démarré son adresse par les objectifs de la tournée de réduction des comptes entreprises en un mois. Selon lui, le pays se porte bien et dans tous les domaines, le Bénin tient le bon bout. Le pays vit une renaissance depuis 2016. Après avoir passé au crible tous les secteurs de développement, au plan politique, le président Patrice Talon s'est réjoui d'avoir réussi à instaurer une gouvernance qualitative des affaires publiques axée sur l'éthique et la responsabilité, ceci grâce à l'instauration du concept dénommé Nouvel État d'Esprit au profit du personnel politique et administratif. C'est le lieu pour moi de vous féliciter, mesdames et messieurs les députés, pour la part essentielle que votre institution prend dans cette œuvre de retour de la morale dans l'action publique. Se basant sur le concept Nouvel État d'Esprit, le chef de l'État Patrice Talon a entrepris de réformer le système politique. Malgré l'application des réformes politiques controversées, il entend réussir le challenge. Pour l'élection présidentielle de 2021, il a annoncé qu'il ne doute pas que les Béninois auront le choix entre plusieurs projets de société. Peut-on faire des élections démocratiques sans être démocrate soi-même? Et peut-on appeler quelqu'un qui impose ces réformes à coups de kalachnikov des militaires et des matraques de la police un démocrate? Non, il n'y aura pas de fête de démocratie parce que le président Patrice Talon n'est pas démocrate. Maintenant, il parle d'un état d'esprit. Oui, le sentiment qui prédomine aujourd'hui chez les Béninois, c'est un sentiment de déception, de doute. C'est le sentiment d'avoir été berné par la parole présidentielle, d'avoir été trompé par les habiletés présidentielles. À travers une sortie médiatique, un collectif des partis politiques, associations et acteurs politiques ont formulé 4 exigences adressées au président Patrice Talon. Il s'agit de l'audit indépendant du fichier électoral, la convocation d'urgence d'une assise nationale et l'exécution par le gouvernement des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avant toute élection.
En Centrafrique, alors que la coalition de l'opposition demande l'annulation des élections du 27 décembre, la présidentielle et les législatives, le scrutin perturbé par des groupes armés est pourtant déclaré comme crédible et légitime par le gouvernement et la communauté internationale. Reportage de notre envoyé spécial à Bangui, Thierry Ndassa. Des 5400 bureaux de vote disséminés sur le territoire centrafricain, la communauté économique des États de l'Afrique centrale n'a pu déployer ses 31 observateurs que dans 152 bureaux de vote, dont la capitale Bangui et sa banlieue Bimbo. Selon le chef de la mission d'observation, Sylvestre Tibantunganya, le contexte sécuritaire, notamment à l'intérieur du pays, n'a pas permis à cette institution d'Afrique centrale d'assurer sa mission sur l'ensemble du territoire. Un engouement des électeurs a été remarqué dans tous les bureaux de vote visités par notre mission. Des files importantes étaient remarquées devant les bureaux visités par la mission. Cependant, de légers retards ont été observés. Modibo Sidibé, l'ancien Premier ministre malien, conduisait la mission d'observation de l'Union africaine, constituée de 20 observateurs provenant de 13 pays. La mission de l'Union africaine a elle aussi restreint son observation du scrutin du 27 décembre aux 8 arrondissements de la capitale Bangui. 78 bureaux de vote au total ont été couverts ce jour. La mission a observé que les représentants des candidats, Faustin Archange Touadéra, Anissé Georges Dologuélé et Martin Ziguélé, étaient les plus présents dans les bureaux de vote visités. La mission a constaté que dans la plupart des bureaux de vote observés, les mesures barrières, notamment le port des masques et la distanciation sociale, n'étaient pas respectées dans ce contexte de pandémie de la Covid-19. Les résultats du premier tour de la présidentielle dans plusieurs bureaux de vote sont connus. Mais selon le code électoral centrafricain, l'autorité nationale des élections a 8 jours après le jour de vote pour annoncer les résultats provisoires. À son tour, la Cour constitutionnelle dispose de 15 jours pour proclamer les résultats officiels. Dans le reste de l'actualité, en bref, le chef de l'État tunisien Kais Saied se prononce en faveur d'un dialogue national pour parler réclamé depuis le début du mois de décembre par l'Union générale tunisienne du travail. Le président de la République s'est entretenu avec le secrétaire général de l'UGTT, Nourdine Taboubi. C'est au cours de cette réunion qu'il a approuvé ce dialogue censé permettre une sortie de crise en Tunisie où l'instabilité politique et socio-économique est encore vive 10 ans après le soulèvement. La police kenyane a été impliquée dans la mort de 15 personnes depuis l'instauration du couvre-feu le 27 mars 2020. Les forces de l'ordre sont régulièrement accusées d'un usage disproportionné de la force. Certains, dont le célèbre avocat Shadrack Yambi, dénoncent même une systématisation des violences policières. C'est un sujet signé Gladys Mwamba. Shadrack Wambi tape du poing. Cet ancien résident de l'un des bidonvilles de Nairobi est aujourd'hui avocat de profession et boxeur par passion. Son credo, défendre les droits des plus démunis sur tous les terrains, dans les boxes des tribunaux comme sur les rings. Je trouve très facile de combiner la boxe et mon métier d'avocat parce que d'un côté, je me bats pour les causes des peuples. Je me bats pour la vie des gens, je me bats pour les moyens de subsistance des gens, je me bats pour l'héritage des gens. Je me bats pour la vie des gens au sens propre. Lorsque vous représentez des personnes qui, sur une décision, peuvent être condamnées à mort, alors vous réalisez que vous vous battez pour la vie des gens. Admis au barreau du Kenya en 2018, ce jeune avocat de 29 ans veut enseigner aux jeunes Kenyans à se battre dans les règles de l'art, dans tous les sens du terme, pour avoir une chance comme lui de s'en sortir et de sauver leur vie. On se souviendra que Nelson Madiba Mandela, Rahim Lala était également boxeur et avocat. Être vraiment boxeur, c'est se battre. Être avocat, c'est se battre. Ce sont les causes qui diffèrent, mais l'art martial et la profession exigent un certain sens de l'engagement. Il nécessite une pulsion intérieure et extérieure. Je veux dire que vous devez avoir cet encouragement intérieur, vous devez vous encourager.
Plus que des enchaînements de coups de poing, Shadrack leur apprend à gérer leur frustration et leur colère face à des actions policières souvent caractérisées par l'usage aveugle de la force. Depuis l'instauration des mesures de restriction en mars 2020, dues à la pandémie de Covid-19, la police kenyane a été mise en cause dans la mort d'au moins 15 personnes, provoquant un vif mouvement de contestation au sein des populations des bidonvilles de Nairobi. Bars et boîtes de nuit sont fermés dans le pays depuis le mois de mars. Durcissement du couvre-feu, dispositif visant à favoriser le respect des gestes barrières. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement rwandais a été l'un des premiers au monde à avoir su mettre en place les dispositions nécessaires afin de freiner la propagation du virus. Des mesures indispensables, mais qui, vous allez le voir, pèsent durement sur l'économie. Reportage de notre correspondant fraterne Ndaka Isenga. Dans les rues de Kigali, la capitale rwandaise, même au milieu d'une pandémie qui a changé les habitudes, la vie bat son plein. Les gens se hâtent pour finir leurs courses bien avant 20h du soir, l'heure du nouveau couvre-feu qui ira jusqu'à 4h du matin. Au marché de Nyabugogo, les dernières transactions se font juste avant la fermeture. Malgré les rotations imposées pour les commerçants dans les marchés, Jacqueline Ouidouhaye ne se plaint pas quand elle pense aux jours sombres du confinement. Durant le confinement, la vie était très difficile. D'abord, ça nous a pris par surprise. Personne n'avait vraiment pensé que ça arrivait. Et puis, on a commencé à manquer de quoi nourrir nos familles. Moi, j'ai commencé à toucher sur mon maigre capital qui a vite fini au bout de quelques semaines. Quand on nous a autorisés à revenir travailler, même si ce n'était pas comme avant, ce fut un tel soulagement qu'on en pleurait. Une situation très difficile et inattendue certes, mais qui devrait inciter à imaginer de nouvelles alternatives. Pour certains économistes par exemple, les pays devraient mettre la priorité sur l'autosuffisance alimentaire et la diversification de leurs économies. Je pense que la Covid-19 devrait donner des leçons au monde entier de redéfinir leurs piliers économiques. D'abord, la production locale, c'est vraiment impératif. Il faut que les pays soient capables, à la limite, de produire ce qu'ils peuvent consommer. S'il y a une chose que j'ai apprise de cette situation, c'est que l'épargne est très importante. Aussi petite que cela puisse être, j'ai déjà commencé à mettre de côté quelques francs, car on ne sait toujours jamais quand une crise va frapper. Selon les experts, le processus de récupération post-Covid coûtera des milliards de dollars. Des investissements agressifs et une politique bien conçue pourraient également permettre de relancer l'économie plus rapidement et avec moins de difficultés à long terme pour les travailleurs et les entreprises. Suite au projet routier financé par la Banque africaine de développement, les échanges commerciaux ont augmenté de 30% dans la région Afrique de l'Est et cela se traduit au terme de cette année 2020 par des échanges qui s'élèvent à plus de 600 millions de dollars. Les précisions d'Aïssa Toubari. Les échanges commerciaux au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est devraient atteindre 650 millions de dollars en 2020 contre 500 millions de dollars en 2011, soit une progression de 30%. C'est ce qui ressort du dernier rapport publié par la BAD dans le cadre du projet d'aménagement de route Mugina Mabanda Nyanza Lac au Burundi et Rubavu Jiziza au Rwanda. C'est évident maintenant que la mise en place de ces infrastructures de communication puisse augmenter le taux d'échange. Parce que, pas simplement le taux d'échange, mais également le développement d'un pays. On aime à dire que là où la route passe, le développement suit. Donc, si en Afrique de l'Est, au Tanzanie, au Ouganda, la mise en place d'une sorte de transnationale a pu permettre d'augmenter le taux des échanges, ce n'est qu'une évidence de mon point de vue. Le projet, qui a été financé par un don de 33,8 millions de dollars du Fonds africain de développement, va faciliter le transport sur le corridor nord-sud du Burundi et dans tout l'espace de la communauté d'Afrique de l'Est. Il devrait contribuer à la croissance des pays membres de la zone à travers les échanges commerciaux. Donc la BAD, à travers cet investissement-là, de mon point de vue, est en train de structurer véritablement l'infrastructure des échanges commerciaux et des échanges de personnes aussi. Donc la BAD est en train de mettre sur pied l'infrastructure devant accueillir véritablement la zone de libre-échange continentale africaine qui devrait prendre corps à partir du 1er janvier 2021.
Le trafic journalier moyen à la frontière est chiffré à 1557 véhicules contre 1450 en 2011. Selon le rapport de la Banque africaine de développement, quelques 500 emplois temporaires ont été créés en 2015, dont 30% occupés par des femmes, ainsi que 4000 emplois en 2016, avec le même ratio en faveur des femmes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'ensemble de la rédaction d'Africa 24 et moi-même vous souhaitons une très belle et heureuse année 2021.